The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview et cette fois-ci je suis en compagnie de quelqu'un que je connais assez bien maintenant, Mathias Guillot. Salut Mathias. Salut Paul Gara, ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Très bien, très content d'être là. Ouais, alors je disais qu'on se connaît bien parce qu'on s'est rencontrés bien sûr dans le cadre ludique et aussi parce qu'on fait un podcast maintenant ensemble. Ça y est, ouais, on a sorti le premier épisode et puis on enregistre, pour tout dire, on enregistre ce soir, le deuxième. Ah oui, effectivement, je suis bien au courant. Donc c'est un peu le crossover aujourd'hui, tu vois. Ouais, tout à fait. Bah écoute Mathias, on va tout d'abord aborder un peu ton parcours professionnel avant l'aventure Spirale Ouais. Édition, puisque voilà, on te connaît beaucoup aussi maintenant pour Spirale dont tu es l'un des dirigeants. Mhm. Mais avant, tu as eu une autre vie dans le secteur ludique puisque tu as commencé comme chef de projet chez Matago, si Ouais. mes tout à infos sont fait. exactes. Est-ce que tu étais joueur déjà avant de rejoindre Matago ? Oui, énormément. J'ai même, en fait, le plan s'est pas passé comme ce que j'avais prévu. Mais oui, pour répondre à la question, très joueur depuis toujours. Avant d'être sur Paris, j'ai été sur Grenoble pendant très longtemps et c'est là que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont aujourd'hui aussi dans l'industrie du jeu en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, mais depuis toujours, on va dire. Puis même quand j'étais gamin, en fait, j'ai toujours joué, j'ai toujours été le joueur et de mes frères et sœurs et de ma bande de potes. Et puis après, je jouais tout le temps, en fait, que ce soit à côté avec tu vois, les maisons des jeux, à la maison des jeux à Grenoble, j'ai rencontré énormément de monde là-bas, ou des clubs de jeux, notamment jeux en société qui avaient été montés par Frédéric Sou à l'époque sur Grenoble, et voilà, donc toujours joueur, ouais. Ok, et tu étais plutôt quel profil de joueur ? Vraiment de tout, je dirais. Je crois que j'ai l'impression que c'est un peu le parcours classique des gens qui jouent beaucoup, à savoir très gros jeux et puis de moins en moins aujourd'hui. Mais je joue à tout, honnêtement. Moi, j'aime jouer avant tout, quoi. Et puis ça va aussi sur les, tu vois, jeux de cartes à collectionner, poker, énormément de poker. Donc du jeu, tant qu'on joue, en fait, je suis content. Et du coup, tu avais comme objectif de travailler dans le secteur ludique ? Oui, alors déjà j'ai travaillé dans le secteur ludique. En fait, mon premier métier ça a été presque ça, c'est-à-dire que j'ai fait 2 ans et demi en tant que vendeur dans une boutique à Grenoble, en fait. Ça c'est voilà, donc j'étais au Contrée du jeu à Grenoble pendant 2 ans et demi. Et c'est là après où, quand j'ai repris les études dans l'édition, je me suis dit je reprends les études dans l'édition. Il n'y a pas vraiment de formation dans l'édition du jeu, donc je pars dans l'édition du livre en tant que formation, je veux dire licence pro, métier du livre, etc. En me disant je fais ça. J'aime le livre aussi, mais mon but c'est de travailler dans l'édition du jeu, et puis je pourrais faire le parallèle après, je vais bosser dans le livre quelques années et je retournerai vers l'édition du jeu plus tard, quoi. Mais du coup ça s'est pas passé comme prévu, ce que je disais, parce que du coup j'ai fait donc vendeur pendant 2 ans et demi, j'ai repris mes études dans l'édition du livre, et derrière en fait au lieu de partir dans l'édition du livre et de revenir vers le jeu plus tard avec tout ce que j'aurais pu apprendre, j'ai tout de suite trouvé chez Matago, en fait, en sortant de mes études de métier du livre. Ce qui était pas prévu à la base, mais voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Matago. Et donc chez Matago, tu étais chef de projet. Donc ça veut dire que Ouais. tu accompagnes le développement d'un jeu ? Exactement, c'était un peu Matago, c'était un peu la multicasquette, quoi, j'ai envie de dire. Je pense que c'est l'époque où, en fait, il y a pas mal de gens qui ont envie de bosser dans le jeu, il y a des possibilités, les boîtes sont pas très organisées. Encore que chez Matago, à mon époque, on était déjà 6 ou 7 répartis sur plusieurs endroits en plus. Mais oui, donc j'étais chef de projet sur le papier, c'était ça. Après, je m'occupais un peu des traductions, c'est-à-dire la gestion des traductions, pas en tant que traducteur évidemment, mais de la localisation. Je faisais de la com, je faisais du commercial, les fiches produits, la relation avec le distributeur. Enfin, je faisais un peu tout, quoi, honnêtement. À part, effectivement, il y avait à l'époque Yann Barthelheimer qui a monté l'équipe ludique, qui bossait en même temps que moi chez Matago, qui lui gérait vraiment tout l'aspect production, et puis il y avait la partie édition qui était gérée par les patrons Hicham et Arnaud, etc. Mais on était un peu les petites mains à tout faire, quoi, on va dire. Et ton expérience, tes études te servaient, tu voyais tout de suite comment utiliser ce que tu avais appris d'un point de vue peut-être plus théorique en cours. Tu voyais comment l'utiliser au quotidien ? Pas énormément, je dirais. C'était plus de la débrouille. C'était tellement peu organisé que je voyais pas trop ce qu'on avait pu m'apprendre, on va dire,
dans chose que je verrai un peu plus tard, effectivement, tout ce que j'ai appris on va dire, en master métier du livre, je l'utiliserai plus tard chez Editis plutôt que chez Matago, quoi. Matago, c'était vraiment le fameux métier passion où on essaye de découvrir un peu tout, etc. Mais j'avais du mal à mettre en application réellement. Moi, j'avais fait un master commercialisation du livre. Donc, c'était vraiment orienté sur la partie commerciale. Et du coup, même si j'y touchais un peu chez Matago, c'était tellement désorganisé que c'était pas non plus l'application directe de ce que j'avais appris. Ouais, donc tu le dis, hein, après Matago, tu vas aller chez Univers Poche Editis. Ouais. Donc là, tu rejoins le secteur du livre et tu vas justement pouvoir mettre en application plus, puisque je comprends que tu étais commercial, enfin tu avais une fonction commerciale chez Editis. Ouais, tout à fait. J'étais au service commercial. Alors chez un éditeur de livres, pour résumer un peu rapidement, il y a des commerciaux au terrain qui sont les représentants, qui sont ceux qui vont vendre les livres aux libraires, etc. Mais ça, c'est un boulot de distributeur, de diffuseur, comme on peut trouver dans le jeu chez BlackRock, Asmodée, etc. Et il y a des services commerciaux chez les éditeurs. Moi, j'étais dans un service commercial d'un éditeur. Donc, et nous, on était Alors, j'ai occupé plusieurs postes différents, mais à la fin, j'étais responsable commercial du service commercial de Univers Poche. Et c'était avec un service de 7 personnes, on devait préparer, on va dire, la vie commerciale des livres qui allaient sortir, donc préparer les objectifs commerciaux, suivre les ventes, faire des rapports de vente, etc., passer des informations aux commerciaux sur le terrain qui appartenaient à une autre société mais qui avaient besoin de toutes les infos qui étaient nécessaires pour vendre le livre, etc., etc. Donc c'était ça, mais c'était 100% très commercial, quoi. Ouais, donc j'imagine que là c'était beaucoup de reporting, prévision, donc c'était pas forcément la partie la plus, je sais pas comment dire, la plus créative du métier. Non, il y avait quand même toute une partie créative parce que quand je suis arrivé, il y avait une restructuration et on avait aussi la promotion, donc on gérait aussi les opérations commerciales, donc il y avait quand même quelque chose de... on gérait les créas pour les opérations, ce qu'on appelle, je sais pas si vous voyez, mais oui, vous voyez forcément les opérations 3 pour 2, donc 2 livres achetés, 1 livre offert, ou 2 livres achetés, un petit cadeau offert, etc. Et nous, on avait la gestion de tout ça. Donc même si on avait le suivi commercial et des chiffres, etc. liés à tout ça, on avait aussi la partie animation un peu. Ouais, non, mais surtout créative, préparer le visuel de l'opération, qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau, quel livre on va mettre en livre gratuit, quel créa, on va dire vraiment visuel on fait pour donner envie aux gens d'acheter en fait en magasin. Donc vraiment travailler avec le graphiste pour avoir des pistes sur typographique ou de créa sur quel va être le visuel sur la PLV en fait. On avait vraiment la gestion des PLV, donc du coup ça on va dire ça venait compenser le côté moi c'était pas ma partie préférée, honnêtement, c'est un peu étrange. Mais c'est une partie qui est assez rébarbative, qui est toujours un peu la même toutes les années, les mêmes opérations, etc. Donc il y a pas non plus une créativité folle. Moi vraiment j'étais plus à l'aise sur le côté chiffres, etc. Ça c'était vraiment le truc que j'ai toujours vraiment beaucoup aimé, quoi. Donc c'est pas grave si c'était pas si créatif que ça à la fin, c'était les chiffres, c'était le plus intéressant. C'est un aveu, dis donc, parce qu'en général les chiffres c'est ce qui fait un peu fuir tout le monde. Quand on est dans un secteur aussi dynamique, en plus j'avais la chance de faire partie d'une boîte, donc Univers Poche, c'est 5 marques de livres différents, et il y avait donc des très grosses marques. Il y avait donc Pocket qui était, quand je suis arrivé, le leader du poche, 10-18 qui est une très grosse marque de poche, il y avait Pocket Jeunesse qui avait des très grosses séries, Hunger Games, Le Labyrinthe, Fleuve Édition, Kurokawa en manga qui a explosé complètement au moment où j'y étais, quoi, qui était déjà le manga était déjà en train de réexploser, mais 2 ans avant que je parte, ça a été vraiment la folie. Donc c'était hyper intéressant, quoi, en termes de chiffres et de dynamique commerciale. Il y avait des trucs de fou à faire, et puis il y avait quand on appartient à des grosses boîtes comme ça, il y a des budgets pour faire plein de trucs. En fait, c'est ça qui est excitant aussi, c'est chez Matago, on faisait tout avec des bouts de ficelle, on se débrouillait comme on pouvait, etc. Là, j'arrive dans un endroit, on me dit... Là, t'avais pas les mêmes moyens qui étaient à ta disposition pour réaliser les projets. Ouais, c'est ça, là, on me dit, il faut soutenir tel livre de... Alors, je prends un exemple... évidemment qui est voilà, mais il faut faire le lancement du nouveau Hunger Games, on a X milliers d'euros et c'était des sommes hallucinantes, donc du coup on se fait plaisir, quoi. On a des idées et puis on peut les faire, quoi. Donc ça c'est hyper cool. Je comprends que là tu étais beaucoup plus dans l'univers pour lequel tu avais été formé, c'est ce que tu expliquais au début. Malgré tout, est-ce qu'il y avait des problématiques qui étaient communes à ce que tu avais rencontré chez Matago? Est-ce qu'il y avait des points communs dans tes métiers ou pas du tout?
Ou au contraire, tu avais l'impression que c'était vraiment deux secteurs très spécifiques, même si on parlait d'édition dans les deux cas? Non, bah, j'en ai parlé un petit peu dans mes chroniques que j'ai fait à la radio des jeux. Je pense que les deux milieux sont très très liés, avec ce truc le milieu du jeu, et pour moi, il est en retard par rapport au milieu du livre, quoi. C'est-à-dire que le milieu du livre est un peu plus installé, il est un peu plus organisé, il y a un peu plus de moyens. Et il y a ce côté en fait, dans le jeu, on pourrait faire des trucs de ouf, avec en plus des dynamiques de croissance qui sont vraiment... aujourd'hui, c'est plus... Les ventes moyennes d'un jeu sont supérieures aux ventes moyennes d'un livre. Alors, évidemment, on exclut les best-sellers, etc., mais la plupart du temps, un livre qui se vend bien, ça se vend il y a plein de livres qui se vendent entre 1000 et 3000 exemplaires, alors qu'un jeu, on peut, évidemment, c'est pareil, mais vendre 5000 exemplaires d'un jeu, c'est pas si difficile que ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. Mais, oui, il y avait plein de parallèles, plein, et j'étais content, en fait, de me dire, en fait, je suis en train d'apprendre plein de trucs aussi. J'avais toujours dans un coin de la tête que je me disais, est-ce que je retournerai vers le jeu? Peut-être, parce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être. Et je suis en train d'apprendre plein de trucs, quoi. Et ça va me servir de ouf, parce que je vais pouvoir peut-être mettre en application ça plus tard dans le jeu, parce que là, je vois plein de manières d'être organisé, au niveau du lancement des projets, ou de soutenir des projets en termes de communication, de marketing, de commercialisation. Il y avait plein de trucs que je me disais, bah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et puis, il y avait il y avait quand même la relation aussi avec le distributeur qui était vraiment, ça c'était intéressant, j'avais pu le toucher un tout petit peu, vraiment le voir de loin, côté Matago, mais ça c'était vraiment le plus passionnant, quoi. La relation avec vraiment la commercialisation pure du point de vente, quoi. De savoir que ton livre, il arrive dans tel et tel point de vente, avec telle enseigne, que tu vas voir les acheteurs de telle et telle enseigne, la Fnac, ou les libraires indépendants. Et ben pareil avec le jeu, quoi. Là on en reparlera après quand on parlera de Spiral, mais bah ça c'est ce qui me plaît le plus, en fait, c'est la relation aussi avec BlackRock, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le jeu continue d'exister dans les rayons, etc., etc. Enfin, tu vas quitter, tu quittes Editis en mai 2022. Ouais. Pour te lancer j'imagine que c'est pour te lancer dans Spiral, c'est pas tu as quitté Editis et puis t'as eu une période un peu de creux et ensuite Spiral est arrivé. J'imagine que c'est parce que Spiral était dans les tuyaux que tu as quitté Editis. Ouais, c'était pas totalement ça, honnêtement, c'est... D'accord. Spiral existait Spiral, c'est clairement un projet, alors que j'avais depuis toujours, je me suis dit, je monterai une maison d'édition, notamment avec Guillaume, qui est un des 4 associés, on se connaît depuis très longtemps. On a dit un jour on montera une boîte ensemble, et puis Théo est assez vite arrivé dans les discussions il y a longtemps maintenant, et puis ça a beaucoup été un projet qui a complètement explosé au confinement, et donc c'était quand même bien longtemps avant mon départ, on va dire, c'était quasiment 2 ans avant le départ, et moi je suis parti, en fait c'était pas le plan, moi je pensais pouvoir lancer Spiral et bosser un peu dessus, etc., et voir ce que ça pouvait donner, mais mon métier je l'aimais bien, j'étais content chez Editis, je voyais des possibilités d'évolution et tout, je voyais des trucs intéressants. Tout n'était pas rose, évidemment, le rythme, la pression, etc., mais après ça a changé, surtout parce que ça s'est gâté de ouf, parce qu'en fait Editis a été racheté par Bolloré, et que ça a été vraiment compliqué en termes d'organisation d'entreprise. En fait, il y a eu vraiment il y a eu des restructurations. Ouais, restructuration. C'était vraiment devenu beaucoup plus compliqué de travailler. Il y a eu vraiment des décisions qui étaient très très néfastes, et en particulier me concernant. Donc moi, il a fallu un moment que je fasse le choix de me dire, là, qu'est-ce que je fais, en fait? J'en profite pour mener à bien ce projet à 100%, et ça a été possible effectivement de le faire. Donc j'y suis allé à fond, et là, Spiral est devenu mon activité principale. À la base, quand on a monté la boîte, c'était pas censé être le plan. Évidemment que je me suis toujours dit, un jour, Spiral pourra me payer, et je vais vivre de Spiral, et ça va être super. Mais c'était un projet plus à long terme, en fait. Exactement. C'était pas court terme ton objectif. C'est ça. C'est ça. J'ai vu que Spiral avait été créé officiellement en mai 2021. Ouais. C'est la date que j'ai trouvée pour le dépôt des statuts. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, c'est antérieur à ton départ de Editis. Et puis même antérieur à la sortie de District Nord. District Nord, c'est septembre 2022, donc il se passe quand même quasiment... il se passe plus d'un an. Presque un an et demi, quoi. C'est ça. Donc en fait, on en discute énormément pendant le confinement, et puis après,
à la sortie de l'année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde, on met vraiment en route le projet en créant les statuts voilà, de la société pour qu'elle existe, et on se fait un logo et tout, enfin tous les trucs un peu classiques, et puis on se met à la recherche on était déjà à la recherche du premier jeu, mais on continue de rechercher ce qu'on va faire pour démarrer, quoi. D'accord, donc vous lancez la structure, vous n'avez pas encore le jeu, mais vous êtes déjà les 4 co-associés, donc tu l'as dit, hein, il y a toi. Ouais. Il y a Guillaume, donc dont tu parlais, qui est ton ami de longue date. Il y a Théo Rivière. Et aussi, il y a quelqu'un qu'on connaît sous le nom de Isobretnik, Oui. qui est donc qui vit au Japon et qui est aussi sourceur de jeux japonais pour les éditeurs français. Tout à fait. Lui, il est arrivé parce que tout à l'heure, tu disais que Théo était venu rapidement. Iso, il est arrivé quand dans le projet ? Assez rapidement aussi, mais un petit peu en décalé, parce que moi Iso, Yannick, je l'ai croisé quelques fois, parce que bon, comme il habite au Japon, on avait peu d'occasions, mais il connaissait beaucoup de gens que je connaissais, notamment Théo, et c'est Théo qui nous dit voilà, je pense que Yannick ça peut l'intéresser, est-ce que vous êtes motivé d'accueillir une 4e personne sur le projet, et bien sûr avec Guillaume on est ok assez rapidement, quoi, et hyper content aujourd'hui que Yannick nous ait rejoint, parce que la team elle est super, quoi, ça marche hyper bien, on est hyper content. Ok, donc vous faites une SAS, qui est donc la Société par Action Simplifiée, qui a l'immense avantage d'être très souple juridiquement. On peut vraiment, on n'a pas les contraintes qu'on a dans d'autres types de structures. Il y a un président et, si j'ai bien compris, trois directeurs généraux, donc toi. Tout à fait, ouais. En pratique, c'est toi qui est plutôt le dirigeant de fait, qui dirige plutôt les choses, ou pas ? Il n'y a pas de dirigeant, tout est discuté entre nous, c'est juste que moi je suis le seul à bosser à 100% au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que moi qui consacre 100% de mon temps à Spiral, parce que les autres continuent d'avoir des activités professionnelles à côté, et voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Après, ça n'a pas de lien avec les statuts et la prise de décision, j'ai envie de dire. C'est plus, aujourd'hui, c'est moi qui traite les tâches quotidiennes. Par contre, toutes les grandes décisions, et même parfois les petites décisions, sont prises tous ensemble, en fait. Vraiment, il n'y a pas de... Et puis, pour l'instant, on n'a qu'un seul jeu, un deuxième qui arrive. Voilà, on a envie de tout faire ensemble, parce que c'est le début. Après, la boîte grossit, on verra comment ça se dirige vers autre chose, et que peut-être qu'il y aura des projets qui seront portés que par certaines personnes dans la société et pas d'autres, etc. Mais là, on n'en est pas là, quoi. On est vraiment encore au tout début. Vous êtes associés à 25% chacun ? Ouais, tout à fait. Vous prenez quand tu dis on prend toutes les décisions ensemble, vous voulez que ce soit des décisions à l'unanimité, ou ça peut être majoritaire, Non, là jusqu'ici en fait c'est des discussions, et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Donc pourvu que ça continue, mais même s'il y a des fois des gens qui sont pas d'accord au premier abord sur une décision, il y a toujours un consensus qui se fait, et les gens se laissent convaincre assez facilement, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des bons arguments, et que les gens arrivent aussi... Après, il y a des zones de comment dire, des gens qui s'y connaissent mieux en certains sujets. Par exemple, Guillaume, c'est clairement notre référent sur tout ce qui est fonctionnement de la comptabilité financière, etc., parce que lui, c'est quelque chose qu'il fait au quotidien sur son métier à lui. Donc en fait, sur ce genre de décision, il va être moteur, parce que lui, il va nous dire ce qu'il faut faire... Et nous, on va l'écouter, on va lui dire, évidemment, c'est toi qui as raison, parce que nous, déjà, on n'y connaît rien. Et puis, sur d'autres trucs, par exemple, des décisions créatives sur des trucs, il y a certaines personnes qui vont être plus en retrait, parce qu'elles se disent, moi, mon point de vue est pas... J'ai un point de vue, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne décision, donc je vais avoir tendance à écouter les autres, etc. Mais à la fin, on est tous d'accord assez facilement. Enfin, en tout cas, je croise les doigts, en 2 ans, on n'a pas eu de crise majeure et de problèmes pour se mettre d'accord, quoi. À terme, l'idée c'est que tu deviennes salarié de la structure, j'imagine ? Oui, il y a ça qui est dans les plans, effectivement. Donc ça serait idéal que ce soit dans pas trop longtemps. On va voir comment faire. On a la chance d'avoir un premier jeu qui fonctionne très bien encore, même plus d'1 an après la sortie, donc ça nous porte. Évidemment, à chaque nouveau projet, il y a une prise de risque, et puis on sait pas comment ça va fonctionner, etc. Après, on met tout en œuvre pour qu'on sorte des jeux qui vont trouver leur public. Donc on va voir comment ça va se passer sur le deuxième, c'est la grande inconnue. On va parler justement de District Noir, votre premier jeu. C'est un jeu qui en fait était sorti, si j'ai bien compris, initialement en 2016
sous un autre nom et avec un tout autre univers. Donc c'est Throne and Grail, le nom d'origine, si je dis pas de bêtises. Throne and the Grail. C'est un jeu de Nobutake Dogen et Nao Shimamura. C'est Iso qui a apporté le jeu, en fait, qui vous a proposé le jeu. Comment ça s'est passé ? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas le jeu avant de faire la structure, mais en fait, on a eu un peu les deux en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on avait commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire, on avait commencé à prendre contact avec des gens liés à Throne and the Grail avant que la structure soit mise en place, mais après, à la fin, ça nous a pris un peu de temps pour boucler le projet. Mais oui, on va dire à l'impulsion, c'est Iso qui a parlé de ce jeu-là, qu'il avait en tête depuis bien longtemps. Ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu que Théo connaissait, et voire même connaissait très bien, puisqu'il avait toujours eu une version avec lui pendant très longtemps avec lui. Il adorait le jeu et il l'avait même présenté lui-même. Il en parlait 3 ou 4 ans avant, donc c'est-à-dire 2 ans après la sortie au Japon. Il en parlait à des gens en France en disant vous devriez vous intéresser à ce jeu-là, c'est super. Il l'avait montré à des potes éditeurs juste par plaisir en disant c'est un super jeu, pourquoi personne ne le fait, quoi. Iso l'avait aussi présenté il y a plusieurs années, il y a longtemps, à d'autres éditeurs qu'il avait refusé. Donc c'est un peu le comment dire, ouais, c'est ça, on a récupéré un projet qui intéressait personne pour en faire District Noir, parce que tout le monde a adoré, quoi. En interne, c'était un peu le premier jeu qui nous mettait tous d'accord, quoi. Donc on était là, ok, ouais. c'est le coup de cœur, donc on y va, quoi. Quand vous vous dites oui, ce jeu on va le faire, vous voyez déjà que vous voulez pas, enfin vous voulez changer l'univers, vous voulez rethématiser le jeu. Oui. Vous avez tout de suite cette idée-là ? Oui, parce que c'est une volonté globale chez Spiral. C'est-à-dire s'il y a bien un truc qui nous passionne tous les 4, c'est apporter notre patte graphique. Donc oui, on voulait pas. C'est pour ça que quand on me parle sur District Noir de localisation, je suis d'accord, en fait. En soi, c'est une localisation. Pour autant, c'est un peu une localisation étrange, parce que c'est un jeu qui est sorti à 500 exemplaires au Japon il y a 6 ans, qui a fini par être édité en Pologne, on sait pas comment, à 1500 exemplaires, et qui a fait un flop. Et voilà, c'est tout. Et après, maintenant, aujourd'hui, on est quasiment à 100 000 exemplaires vendus dans le monde, mais District Noir, quoi. Donc évidemment, c'est le même jeu, mais le jeu qui existe le plus majoritairement partout, c'est notre version à nous. Donc évidemment, sur le papier, c'est une localisation, je peux pas dire le contraire, parce que c'est un jeu qui existait déjà, mais on a tellement apporté. Alors, on n'a rien touché mécaniquement, mais notre vision, on va dire, du jeu, de ce qui devait être en tant qu'objet et en tant que visuel, j'ai l'impression que ça a fait aussi une grosse différence. Oui, vous lui avez apporté une autre personnalité, en fait. Je pense que ça a joué beaucoup. On pourra pas savoir. Peut-être qu'on aurait sorti le jeu tel qu'il existait comme ça, il aurait tout autant marché, j'en sais rien. Honnêtement, je suis pas convaincu. Mais oui, c'était évidemment quelque chose qu'on avait en tête directement, quoi. On a dit, ce jeu-là, on va le faire, mais on va changer les visuels, on va changer l'univers, on va changer le matériel, la taille des cartes, voilà, plein de trucs, quoi. Tu disais, vous n'avez pas fait d'ajustement mécanique. Vous avez gardé vraiment le jeu d'un point de vue mécanique à l'identique ? Exactement à l'identique. Au tout début du projet, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui marcherait par équipe de 2 contre 2, vu que c'est un jeu en 1 contre 1, est-ce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, etc. Et puis on a dit, en fait, c'est bizarre d'essayer de pas brusquer les auteurs, parce qu'on l'aurait pas fait, mais je veux dire, de leur dire, transformez un peu ça, est-ce que vous avez pas une idée pour transformer, pour que le jeu, alors que le jeu était vraiment un pur jeu de joueurs, et on a dit non, mais en fait il faut le traiter comme ce qu'il est, à savoir un pur jeu de joueurs, et on touche pas, et mécaniquement c'était parfait pour nous, donc il y avait pas de raison de retoucher quoi que ce soit. Donc en revanche, vous avez complètement retravaillé la direction artistique. Ouais. Comment vous avez trouvé l'illustrateur ? Comment vous avez eu l'idée de partir dans cet univers plus urbain, plus un peu qui rappelle un peu le polar, qui fait penser à ça, et visuellement et dans la thématique dans laquelle le jeu prend naissance. Comment vous avez eu cette idée-là ? Je l'ai déjà un tout petit peu raconté, mais c'est assez marrant comme histoire, en fait, de la rencontre avec Vincent déjà, et puis après ce que ça provoque un peu sur le thème et le traitement graphique du jeu. C'est moi je suis papa d'une petite fille, et en fait il se trouve que Vincent Rocher, l'illustrateur de District Noir, c'est un papa d'une autre petite fille qui était en classe avec ma fille, et en discutant je lui dis j'ai monté une maison d'édition, on a un premier jeu, et lui il me dit je suis illustrateur, et quand quelqu'un me dit ça, généralement je fais, dans ma tête évidemment,
évidemment, je ne parle pas à voix haute, je me dis, oh là là, encore... Contact utile. Ouais, je me dis contact utile, mais non, je me dis, comme quelqu'un de bien blasé, je me dis, oh, encore quelqu'un qui me parle de ces illustrations, ça va pas être ouf, je vais être poli, je vais lui dire que je vais regarder, et puis on verra, et puis soit je vais pas aimer, soit ça va pas coller avec ce que je cherche, etc. Et je lui dis, ah ouais, super. Et en fait, parce que ça m'était arrivé déjà 3 ou 4 fois, tu vois, il y a des gens qui te disent, ouais, je suis illustrateur, regarde ce que je fais, et puis c'est pas une question. Tu fais, ah non, mais... Ouais, c'est même pas que c'est pas bien fait ou que c'est pas beau, etc. C'est juste que des fois ça ça colle pas avec ce que tu cherches, quoi. Et puis c'est des goûts personnels. Tout est très subjectif là-dedans. Et puis je rentre à la maison et puis je me dis bon, quand même, je vais regarder. Puis de toute façon, j'avais dit que je regarderais. Donc je regarde et je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop bien. Je me dis waouh, c'est incroyable en fait ce que fait Vincent. Et tout de suite, en fait, je mets un message aux autres. Je dis je crois que j'ai une piste un peu solide, quoi. Et tout le monde est assez d'accord, quoi, pour dire que ça ressemble à pas des choses qu'on a vues habituellement, et que si on n'est pas trop mauvais sur la direction artistique, on peut faire un truc un peu cool, quoi. Et donc du coup, on valide assez rapidement le fait que c'est Vincent qui fait le jeu. Et après, le thème est venu d'échanges un peu avec lui. Alors le thème, Vincent me parle à un moment du thème de la mafia, des espions et tout ça, parce que c'est quelque chose qui revient de manière assez régulière dans son travail. Vincent, il a fait des couves de romans, il a travaillé pour des magazines comme 21, il fait du dessin dans pas mal dans la presse aussi, mais voilà. Et je crois que ça vient dans la discussion. Moi, je l'écarte assez vite parce que j'ai pas envie qu'il fasse quelque chose qu'il a déjà fait. Et puis finalement, dans notre conversation à nous avec Spiral, il y a 2 thèmes qui émergent. Et on se dit ok, en fait on propose les 2 thèmes à Vincent, qui est un thème années 50 qui est plutôt lié au film On the Docks, qui est un film que Iso nous dit qu'il aime beaucoup, avec Marlon Brando, un truc avec du trafic sur les quais, etc. Sur les quais, ouais. Voilà. Et on propose aussi un autre thème à Vincent, qui est un thème qui est plus sur du paysage, un peu, je sais pas, je pourrais le résumer comme, c'est pas vraiment du post-apo, mais plus de l'urbex, un peu, tu vois, des bâtiments abandonnés dans la nature, un truc un peu où on voit plein de bâtiments qui seraient recouverts de végétation, etc., mais juste rester sur un truc un petit peu comme ça. Et en fait, c'est Vincent qui nous dit, bah non, je préfère partir sur l'autre thème parce que je vais plus m'éclater, et surtout, le jeu fait qu'on joue avec des cartes en format portrait, et ça sera plus sympa de faire le thème de la mafia et tout ça avec des cartes en portrait plutôt que les cartes avec des paysages, parce que là je voudrais être en mode paysage et que le jeu marche moins bien. En fait, ça s'est aussi fait naturellement dans une conversation je suis plus à l'aise avec ce thème, et aussi visuellement il sera plus adapté au matériel de jeu. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on est parti là-dessus. Et c'est vrai que le travail avec Vincent a été assez fluide parce qu'il a tout de suite fait des propositions qui étaient un peu cool, avec ses idées de grands personnages avec des petites scénettes en dessous qui rappelaient le personnage. Enfin, tout s'est calé assez facilement. Sur la couve, on a un peu discuté, etc. Mais assez vite, avec ces grands aplats de couleurs, etc., on avait trouvé la direction qu'il fallait, quoi. Comment, j'imagine que vous avez montré aux auteurs du jeu le résultat, comment ils l'ont trouvé par rapport à leur version d'origine? Bah eux, ils adorent, hein, je crois. Tout le monde adorait. C'est vrai que même l'éditeur polonais qui nous avait donné les droits sur l'Europe trouvait que c'était fou, parce que eux, ils avaient fait c'est marrant, ils avaient aussi changé le thème du jeu original, et ils avaient fait un jeu sur le chocolat. Ouais, j'ai vu les photos et sur BGG. Sauf, enfin, je vais pas faire offense, mais c'est vraiment pas beau du tout. Pas du tout. Et c'est très abstrait, on comprend rien, c'est un peu illisible, etc. Et eux, ils avaient trouvé ça fou, les auteurs avaient trouvé ça super. En plus, j'ai l'impression que, alors je veux pas dire de bêtises, mais que ça évoque un peu un truc aussi chez les Japonais, ce truc un peu d'ambiance polar, un peu mafia des années 50 et tout. Il y a quand même un truc qui les intéresse. Et du coup, ouais, non, ils avaient trouvé ça super. J'ai trouvé ça génial. Le jeu sort en septembre 2022, c'est ce que tu disais. Ouais. Il rencontre immédiatement un très grand succès public, et aussi il est très bien reçu. J'allais dire un succès critique, si on peut dire qu'il y a de la critique dans le jeu de société, mais non, mais il a fait quand même l'unanimité, parce que tu peux avoir des jeux qui ont un succès d'estime mais qui ne se vendent pas, et inversement des jeux qui sont pas jugés terribles mais qui se vendent très bien. Là, il a réuni les deux. J'imagine que c'est super grisant pour vous quatre, d'avoir cet accueil. Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu le croisement de plein de facteurs, mais oui, évidemment, c'est grisant. On est tellement on est surpris.
de voir à quel point ça démarre fort, de voir les super retours, de voir qu'on fait un super lancement et surtout un mois post-lancement, parce que c'est pas tout de faire une super mise en place, il faut quand même derrière que ça continue assez fort rapidement. Et puis il y avait Noël 3 mois après, donc il fallait un petit peu voir un peu ce que ça allait donner. C'est plein de facteurs à la fois. Je pense que nous on y croyait très fort, on s'est donné les moyens en termes d'exposition, etc., de com. On a eu un énorme soutien de BlackRock qui croyait très fort au projet, donc ça a beaucoup joué aussi. Mais oui, c'était fou de voir ça. Je suis d'accord avec toi, des gens avaient l'air d'adorer jouer au jeu. Il était un tout petit peu clivant parfois, il y a eu quelques sur des petits détails, sur aussi ça, le fait que la première partie pouvait être un peu déstabilisante et tout. C'est un jeu qui reste un petit peu parfois étrange sur les sensations qu'il procure, et on l'explique, on voit pas totalement comment ça se met en place, et puis après en faisant 2 tours on a compris quoi, et c'est assez addictif, mais il y avait quand même ce truc de la porte d'entrée qui était pas une porte d'entrée totalement... Enfin, moi j'ai toujours eu un doute en fait, c'est un peu étrange de dire ça, après je l'avais dit à d'autres endroits, mais éditer c'est douter, mais une fois qu'on a passé du temps sur un projet, moi j'avais tout de suite ce truc de dire oh là là, les gens ils vont passer à côté, c'est sûr, moi je sais que c'est un super jeu, mais ça, ils vont jouer une partie, ça va pas se passer correctement. Et d'ailleurs la partie qu'on avait faite pour convaincre BlackRock de nous prendre en distribution, c'était un sacré moment quoi. C'était un truc, moi je me dis si la partie elle est nulle, ils nous prendront pas quoi. Ouais, on avait eu de la chance, je crois, la partie a été incroyable, hyper tendue, hyper serrée entre les 2 joueurs, etc. Donc le jeu nous a aidé en faisant une des meilleures parties que j'avais vues. Mais oui, hyper gros succès tout de suite, et après l'idée c'est que ça dure le plus longtemps possible quoi. Est-ce que tu penses aussi que son format de joueuse plaide en sa faveur, parce qu'on sait qu'en réalité beaucoup de joueurs et joueuses ne jouent qu'à 2. Enfin, en tout cas c'est leur plus gros créneau de jeu, c'est en fait de jouer à 2. Est-ce que tu penses que c'est ce qui lui a aussi permis peut-être de si bien fonctionner, parce que c'était un peu, moi je trouve que c'est un peu une alternative aux Cités Perdues, puisque c'est un jeu de marche forcée, District Noir. On retrouve un peu des sensations des Cités Perdues, qui est un des, je pense, gros hits du jeu à 2. Est-ce que tu penses que le fait ce format à 2 ça plaide aussi en sa faveur? Oui, 100%. Je pense que en plus sur un petit budget comme ça, je pense que les gens se posent moins de questions aussi. Les gens qui jouent à 2, ils vont essayer plein de trucs, ils vont avoir envie d'avoir plein de nouveautés. Je pense que la catégorie jeu de joueurs, c'est peut-être la catégorie où les gens ont le plus besoin de découvrir des choses. Parce que si tu joues 30, 50 parties d'un jeu à 2, au bout d'un moment t'as fait un peu le tour et t'as envie d'essayer autre chose. Donc je pense qu'il y a aussi ça, sur un petit prix, ça a joué. Le côté 2 joueurs, évidemment, c'est sûr. Ce qui était un peu bizarre, c'est que le rayon 2 joueurs, moi, quand j'étais vendeur de jeux, donc c'était il y a 15 ans déjà, on parlait déjà de rayon 2 joueurs, il y avait des références du rayon Mr. Jack, les colons de Catan de joueurs, les gens rentraient dans la boutique et nous disaient moi je cherche un jeu pour jouer à 2, et on leur vendait effectivement Mr. Jack notamment très fort. Donc déjà il y a 15 ans ça existait, cette notion de rayon de joueurs, et je pense que ça a fait qu'augmenter. Évidemment le confinement ça a été fou, je pense que ça a fait exploser le rayon, de manière générale ça a fait exploser le secteur du jeu, mais en plus à mon avis le 2 joueurs évidemment encore plus. Et en même temps il y avait ce truc là de dire, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce rayon de joueurs, il y a des jeux qui sont un peu indéboulonnables quoi. En fait quand t'arrives sur le rayon de joueurs, tu l'as cité, il y a Cité Perdue, il y a Shoten Toten, il y a Seven Wonders Duel, il y a Patchwork, Jaipur, voilà, il y a des cannes. C'est vrai que quand on reprend les tops des jeux de joueuses, en fait, on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes titres qui reviennent, et des titres qui sont là depuis très longtemps, en fait. Exactement. Qui ont vraiment oui, comme tu dis, assez indéboulonnable comme référence. C'est ça, et du coup, d'arriver sur ce rayon-là, c'était à la fois... Tu sens qu'il y a de la demande, donc c'est bien d'arriver... Mais il faut quand même arriver avec une proposition qui est un petit peu différente et qui va permettre au jeu d'émerger. Je pense que, j'en suis convaincu, District Noir, il propose une alternative qui est aussi la rapidité de partie, quoi. Une fois que tu maîtrises le jeu, tu joues en 5-10 minutes. Le visuel, je pense qu'il y a aussi beaucoup joué, quoi. Quand tu vois le jeu en rayon, j'ai l'impression, c'est aussi pour ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais vous auriez pu faire ça dans une plus petite boîte, etc. Évidemment... c'est une vraie décision que j'assume totalement, qu'on assume totalement, de dire sur notre premier jeu, on veut exister en rayon quoi. Si on sort une toute petite boîte qui disparaît
parmi toutes les autres, ça va pas bien se passer, quoi. Donc évidemment, la boîte est un petit peu oversize, je pense, par rapport au contenu. Mais voilà, c'est un rayon qui est difficile, concurrentiel, mais je pense que quand on fait bien, on en reparlera juste après, mais notre deuxième jeu est encore un jeu à 2. Donc, oui, tout à fait. Donc on verra. Pour aller vraiment jusqu'au moment au paroxysme de la réussite du jeu, c'est que vous êtes le jeu est sélectionné pour l'As d'Or. Ouais, c'est fou. Dans la catégorie reine, puisqu'il est en vraiment, c'est pas initié ou expert, là il est vraiment dans la catégorie la plus importante, vraiment l'As d'Or jeu de l'année. C'est fou, on n'y croit vraiment pas. D'ailleurs, au moment où l'annonce est faite, on est tous en live et je pense que personne ne parle. Il y a même pas un éclat de quoi que ce soit. On est vraiment sous le choc globalement. Personne, si tu veux, pour tout dire, t'as ton distributeur qui de temps en temps te dit peut-être que ça peut le faire. Moi j'en avais discuté avec Vincent, l'illustrateur, qui lui est pas du tout dans le milieu, qui avait dit si vous allez voir, ça va être incroyable, regardez comme le jeu a marché à sa sortie, c'est sûr qu'il va être nommé. Je dis mais ça n'a rien à voir, c'est pas lié du tout. Et du coup maintenant quand il me dit qu'il avait raison, évidemment je peux rien lui opposer comme argument. Mais oui, on est un peu sous le choc parce qu'on n'y croit pas, parce que il y a ce truc là aussi qui est marrant, parce que les gens le citeront pas mal, que un jeu à 2 peut pas être nommé, parce que ça fait très longtemps qu'un jeu à 2 a pas été nommé. Il y avait cette espèce de malédiction un petit peu il y a pas de jeu à 2 dans les sélections de l'As d'Or, etc. Je crois que le dernier c'était Seven Wonders Duel en As d'Or initié, expert. À l'époque, parce qu'il y avait pas d'initié. Et donc du coup, on se retrouve nommé dans la catégorie reine. Alors ça a été assez reposant parce que on est tous dans le milieu depuis très longtemps. Du coup, les nominations à l'As d'Or depuis des années, c'est des choses qu'on surveille, qu'on regarde, qu'on discute entre nous, etc. Et on était tous là à dire en fait Acropolis a gagné même avant que District Noir sorte, etc. C'était un peu, tout le monde était assez d'accord pour dire ça. Donc quand on s'est retrouvé dans la sélection face à Acropolis, on l'a vécu assez sereinement parce qu'on a dit ok, c'est trop cool, on est nommé, c'est déjà incroyable, on va vivre la cérémonie à fond. On va pouvoir mettre un super logo sur notre boîte, on va pouvoir faire notre festival des jeux de Cannes à fond avec un jeu qui va être hyper exposé partout, etc. Et ça va être génial, et je pense que ça a eu forcément un petit impact aussi sur le début de l'année 2023. Et en même temps, pas de pression par rapport à la cérémonie. Alors c'est marrant, quand j'étais dans le fauteuil, dans la salle, je me disais... je vois les résultats des autres catégories, je me dis en fait j'y vais tellement les mains dans les poches, j'ai vraiment rien préparé. Imagine je dois monter sur scène, j'avais rien écrit, j'avais rien pensé à quoi dire, etc. Si finalement on gagnait, mais ça s'est passé comme c'était prévu. Acropolis a gagné. Tu l'as dit, bien sûr, il y a le plaisir de la reconnaissance pour du travail, en fait, d'être sélectionné, et aussi d'un point de vue commercial, on sait que même si on ne gagne pas l'As d'Or, le fait d'être dans la sélection, ça va avoir une incidence sur les ventes, et surtout sur l'international, en fait, la possibilité de faire localiser le jeu. Maintenant qu'on est un petit peu après Cannes, on est quand même, si je compte bien 9 mois plus tard, tu l'as vu cet impact? Alors, je vais dire un peu quelque chose qui est peut-être un peu différent de ce qu'on t'a dit. Nous, les localisations étaient venues bien avant, enfin pas bien avant, mais avant la nomination. La nomination n'a pas eu un gros impact sur les locs, pour le coup. Ouais. Ça a eu un gros impact sur le commercial France. Je pense chez les boutiques spécialisées, évidemment, qui continuent encore aujourd'hui d'avoir District Noir dans leur fond de rayon, quoi. C'est ça qui est aujourd'hui, un an et quelques après, on remarque que le jeu est toujours commandé de manière régulière, et en fait les gens continuent de le conseiller, de le vendre et tout, donc ça c'est exceptionnel. Et c'est aussi sur une nomination, en fait, c'est des enseignes qui s'intéressaient pas au jeu qui s'y intéressent. Cultura, la Fnac, il y a des accords qui sont faits pour faire des mises en avant, des nommés en tête de gondole, etc. Juste par principe qu'il est nommé, donc il est mis en avant dans des catalogues, etc. Donc rien que ça, en fait, ça forcément ça joue vachement. Mais c'est aussi la satisfaction de voir à la fois le jeu commencer à être dans des grandes enseignes, parce que ça fait la différence en termes de chiffre de vente, faut pas se voiler la face, mais aussi les boutiques spécialisées qui continuent de représenter une grosse partie des ventes du jeu, donc ça c'est cool.
On va parler maintenant du futur en fait de Spiral. Alors on sait que dans les cartons vous avez un jeu qui est quand même très avancé, c'est Boreal, Oui. Un jeu de Masafumi Mizuno, Oui. donc un auteur japonais. Tout à fait. De ce que j'ai vu, c'est pas un jeu qui a déjà été édité, de façon professionnelle. En tout cas, peut-être qu'il est sorti en auto-édition ou pas du tout. C'est un développement complet que vous faites. Non, c'est effectivement encore un jeu qui a la caractéristique de la majorité des jeux japonais, à savoir que son auteur l'a ensuite auto-édité pour le vendre sur les game market, pareil, à 400, 500, 600 exemplaires. Un jeu qui s'appelle qui est sorti là-bas officiellement sous ce biais-là de l'auto-édition, qui s'appelle Build Castle. Mais pour le coup, Boreal, c'est un jeu sur lequel on a énormément travaillé, et nous-mêmes en tant que Spiral, on a gardé 85-90% des mécaniques centrales, mais on a beaucoup joué sur les effets des cartes, et ça donne à la fin un jeu qui est assez différent de la version Build Castle. Tout ça évidemment avec l'accord de l'auteur, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait sans lui demander son avis évidemment, mais avec sa bénédiction on a pu énormément mettre les mains dans le cambouis et faire qu'aujourd'hui Boreal ressemble assez peu, évidemment si en termes de mécanique centrale, à Build Castle, mais dans ses sensations de jeu, etc., ça va être très différent. Oui, c'est un tableau building un peu, on peut dire ça, oui. Où on va prendre des cartes dans une rivière et on va les poser, en fait on va faire un tableau building de forme pyramidale, c'est ça, si je me souviens bien, parce que j'y ai joué avec toi, tu m'avais fait jouer, ouais. Et on va pouvoir, quand on pose des cartes, réactiver des pouvoirs des cartes, des autres cartes qu'on a déjà posées. En fait on va avoir deux choses. La principale chose, c'est effectivement cette pyramide qu'on construit, et il va falloir agencer ces cartes au mieux parce qu'il y a des enjeux à la fois de combinaison entre les cartes si elles sont à côté, et aussi sur la gestion de ces ressources, parce que les cartes coûtent un certain nombre de ressources mais nous en rapportent aussi, et en fonction de leur placement dans la pyramide, elles vont pas rapporter de la même manière. Et en fait ce qui fait qu'on a signé le jeu immédiatement, très clairement, c'est son principe de plateau central qui est une main partagée entre les joueurs, tu l'as dit, donc en fait avec un pion en fait qui va se balader en dessous de cette piste de chaque côté, et qui va être à la fois cette gestion de ressources qui est assez maligne, et qui va être là pour nous indiquer ce qu'on va avoir le droit ou pas de récupérer sur cette ligne centrale. Et donc on a un pion qui bouge en dessous du plateau, qui nous indique à la fois qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter dans cette ligne, et combien de ressources on a. Et du coup ça c'est un mécanisme qu'on avait vu nulle part, et juste quand il nous a présenté le jeu, on a dit juste pour ça on a envie de faire le jeu, parce que nous on est là aussi pour faire des jeux qui ressemblent pas à ce qui existe par ailleurs, et juste cette mécanique-là, c'était assez innovant pour nous emballer, quoi. Là aussi, vous avez du coup travaillé le visuel, j'imagine ? Oui, on a évidemment tout refait, on a trouvé une illustratrice japonaise pour le coup, là aussi, donc c'est pour le coup auteur et illustratrice 100% japonais. Qui s'appelle Yuko Iwase, et qu'on a trouvé sur Twitter. Comme quoi, des fois, moi j'adore fouiller... Comme quoi, il y a des choses sur Twitter, il y a des choses bien sur Twitter. J'adore fouiller un peu de partout. Sur Twitter, il y a un truc qui s'appelle le Portfolio Day, où généralement il y a des gens qui partagent leur travail graphique et de dessin, et qui se relaient tous les uns les autres en tant qu'artistes et tout ça. Et je pense qu'à un moment, ça ploppe sur mon fil. Et je me dis, ouais, ça c'est chouette, ça c'est beau, etc. On peut en faire quelque chose. Et puis voilà, derrière, on a cet avantage-là de dire que je pense qu'un autre éditeur que nous aurait dit, la communication avec une illustratrice japonaise, ça va être galère, et nous on n'a pas ça parce qu'on a Yannick. Donc du coup ça change tout pour nous, et on se dit pourquoi pas tenter le coup, parce que pour le coup on a quelqu'un qui peut lui parler directement en japonais sans la barrière de la langue, et puis ça se trouve ça va le faire, et elle était disponible, hyper motivée, et puis voilà. C'était sa première illustration de jeu, hein, c'est ça, hein. C'était sa première illustration de jeu, tout à fait. Et là on a le grand plaisir de savoir qu'elle va venir à Cannes pour le lancement du jeu. Ça c'est fou. Elle va venir du Japon pour dédicacer dans les boîtes. Et ça elle est hyper contente de venir, et nous on est hyper contents de l'avoir parce que le jeu sort en avant-première à Cannes, et il sort officiellement dans les boutiques la semaine tout de suite après. Donc d'accord. Donc voilà, ça va être un gros moment pour nous cette année Cannes, parce que deuxième jeu, et puis vraiment gros lancement, quoi.
Vous avez déjà d'autres projets après Boréal ou vous vous laissez le temps de bien vous concentrer sur la sortie de celui-ci avant de repartir sur un nouveau projet? On se laisse toujours pas mal de temps. Sur le deuxième, on a mis du temps à le trouver parce que aussi on avait le luxe de pouvoir se le permettre parce que District Noir nous marchait bien et qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'on n'avait pas envie de se presser, d'être sûr que le deuxième jeu soit quelque chose qui était une proposition qui nous parlait à 100%. Là, il se trouve qu'on a quand même trouvé le troisième très récemment, qui sera pas un jeu à deux. Est-ce que ce sera un jeu japonais? Non, pas japonais. Non, donc on change un peu notre fusil d'épaule. Tu peux en dire plus ou pas du tout? Pour l'instant, c'est très frais, donc effectivement, c'est beaucoup trop frais pour en parler. Pour tout dire, le contrat est même pas signé, mais on a fait une proposition, etc. C'est validé, mais il faut qu'on fasse signer le contrat, quoi. Donc, oui. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais on est très content d'avoir trouvé ce jeu-là, et c'est avec une personne qu'on aime beaucoup, donc ça va être chouette. Ouais, donc vous laissez toujours du temps pour préparer le projet. Tu penses que, avec le succès qu'a eu District Noir pour un premier jeu, j'ai l'impression que ce que tu disais, en fait, c'est que vous avez une sorte de niveau d'exigence assez élevé pour rester un petit peu à la hauteur, en fait, de votre premier jeu, du succès qu'il a eu. C'est ça, vous... La plupart du temps, les gens nous demandent ça. Est-ce que vous avez la pression? Après District Noir, ça a été fou, etc. Et on a envie de dire... forcément, nécessairement, oui, on l'a un petit peu, parce que on peut pas faire des districts noirs tous les jours. C'est impossible, quoi. Je veux dire, mécaniquement, statistiquement, c'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se donne les moyens d'avoir le coup de cœur à 100% qui est partagé par toute l'équipe. Et ça arrive pas si souvent que ça, en vrai. Donc ça, rien que ça amène une exigence qui est naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, entre les goûts de chacun, la connaissance de chacun du milieu, de l'édition, de ce qu'on veut faire, de tel projet, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose par rapport au reste de ce qu'on connaît déjà. Rien que ça a fait qu'on refuse énormément, et c'est pas contre les gens qui nous proposent des choses, etc. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a trouvées bien, mais c'était pas suffisant parce qu'il y avait toujours une personne dans l'équipe qui était pas 100% convaincue, soit par un aspect mécanique, soit parce que le jeu était trop ressemblant à ce qui existait déjà. Et du coup, on a ça encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des réponses que je fais aux prototypes qui nous sont envoyés, c'est il n'y a pas eu de coup de cœur général, et c'est pas une formule, c'est pas une phrase toute faite, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coup de cœur général, dans l'équipe on n'a pas un 100% d'emballement total, tous les 4 sur le projet, ce qui fait qu'on estime que c'est pas suffisant après pour pouvoir le défendre, parce qu'en fait, être 100% raccord tous les 4 pour dire que le jeu est super, ça va permettre de convaincre tout le monde, ça va permettre de convaincre le distributeur, ça va permettre de convaincre derrière quand on va communiquer sur le jeu, etc., les boutiques. Si on n'est pas à 100% sûr qu'il faut faire le jeu, et que le jeu n'est pas assez bon pour sortir, il faut pas le faire. Est-ce que tu dirais, pour reboucler avec le début de notre discussion, que ton expérience de vendeur en boutique, elle t'a apporté aussi beaucoup comprendre en fait ce que les joueuses attendent, et ça t'aide en fait justement dans ce travail d'édition? Alors, mon expérience de boutique, elle date un peu, donc je dirais que le secteur a tellement évolué depuis que peut-être pas. Par contre, le fait d'être resté dans le milieu tout le temps, c'est-à-dire d'avoir toujours été au contact d'auteurs, d'éditeurs depuis 15 ans, fait que oui, ça apporte une expérience folle. C'est-à-dire que moi j'ai continué par Matago, et puis après, moi j'avais rencontré il y a très longtemps Antoine Boza, du coup on est assez proche de plein d'autres éditeurs, de la cafetière, de machin, qui sont des gens qui ont de la bouteille, et juste des discussions entre nous font que j'ai l'impression qu'on se porte en termes de niveau d'exigence. Je sais pas si c'est assez clair de dire ça comme ça, mais en fait juste de tous discuter entre nous fait que j'ai l'impression qu'on se tire tous un peu vers le haut. Après, c'est le risque aussi parfois d'être beaucoup trop blasé, quoi. Il y a des discussions entre nous, c'est terrible, quoi. Pour qu'on aime quelque chose, parfois c'est dur, quoi. Bientôt tu vas nous dire qu'il y a des mauvais jeux qui sortent. Ah, il y en a plein. On va essayer que ce soit pas les nôtres. Pour finir, on va parler un peu d'un autre sujet, mais qui est toujours en lien avec le jeu, c'est ton activité en tant que podcasteur, puisque tu disais, tu as rencontré à Grenoble Rexou, Frédéric Brelot, tu connais Antoine Boza, donc tu participes depuis longtemps à la radio des jeux. Ouais.
alors qui sort des épisodes pas de façon ultra régulière, hein, je vais pas balancer, mais non, c'est sûr. mais en tout cas, voilà. Tu as aussi fait pendant le confinement, je pense que c'est là que tu as lancé Playback, qui est un podcast dans lequel vous prenez une année et vous revenez un peu sur ce qui a fait l'actualité ludique de cette année. Ouais, tout à fait. Et tout récemment, tu as lancé Analysis Paralysis, qui est un podcast inspiré tu l'as dit, inspiré de Quête latérale, dans lequel tu veux en fait que des chroniqueurs et chroniqueuses viennent présenter des sujets dont après on a le loisir de discuter. Donc, ouais, tout à fait. Podcast auquel je participe. Le podcast, c'est quelque chose qui te passionne en dehors du secteur ludique. T'écoutes beaucoup de podcasts ? Oui, je me suis mis à écouter des podcasts beaucoup il y a peut-être 5, 6, 7 ans, on va dire. 5, 6 ans, allez, on va dire. Et quand je suis tombé dedans, j'ai écouté que ça, quoi. À tel point que ça m'a coupé d'autres activités. J'ai vachement moins lu. Avant, je lisais beaucoup, je lis moins. Alors là, j'essaie de reprendre, etc. Mais le podcast, ça a été assez vite quelque chose où j'avais envie de découvrir plein de nouveaux trucs. J'ai trouvé que la liberté de ce que ça pouvait apporter, et puis même en termes de la liberté que ça apportait en termes de contenu, mais aussi en tant qu'auditeur, en fait. Moi, j'écoutais tout le temps dans les transports, en faisant d'autres activités. Et du coup, en fait, ça m'a ouvert plein voilà, je suis allé essayer de trouver des podcasts sur des sujets des sujets que j'aimais beaucoup, et du coup, j'en ai écouté plein. Et je me suis toujours dit un jour, j'aimerais bien en faire. Et puis après, il y a eu cette expérience à la radio des jeux avec une petite chronique, etc. Et tu dois connaître ça, mais le micro, c'est assez addictif quand même. Il y a un peu ce Totalement. côté. Ah ouais, j'ai plein d'idées, et puis c'est facile à mettre en place, et en plus c'est chouette, quoi. Alors c'est encore plus chouette quand c'est en live, hein, très clairement. Le projet Playback, j'aime beaucoup, mais c'est le fait d'enregistrer à distance, etc. C'est quand même pas ce que je préfère. Il n'y a pas le choix, parce que tous les trois, avec Fred et Rexou, on est loin les uns des autres, donc il n'y a pas de... Voilà, et c'est aussi pour ça que la radio des jeux, c'est si difficile à mettre en place, c'est que on est à 3 endroits différents. Alors moi, ils peuvent faire des émissions sans moi, mais ne serait-ce que Fred qui est à Strasbourg, Rexou qui est à Grenoble, et le podcast est enregistré à la cafetière qui est à Valence. Rien que ça à organiser, plus les invités, etc. C'est compliqué, et ça pourrait être une émission qui pourrait se faire à distance, mais elle perdrait aussi vachement je pense, de son identité. Oui. Et c'est aussi ça qui m'a motivé à faire Analysis Paralysis, quoi. Moi, je voulais quelque chose où tout le monde pouvait se retrouver autour de la même table, et je suis hyper content qu'on puisse le faire, parce que se retrouver, ça apporte pas la même chose en termes de son, quoi, clairement. Donc voilà, et oui, j'ai toujours écouté plein de podcasts, et je me suis dit toujours, j'ai plein d'idées, allez, faisons-le. Et puis Playback, ça a été un peu le déclencheur. Après, j'ai réussi à le mettre en place, à le tenir pendant 1 an au rythme de 1 par mois, ce qui était pour moi un exploit. Et juste ça, je me suis dit, du coup, en fait, c'est faisable, c'est possible, donc pourquoi pas en lancer un autre de projet. J'ai plein d'autres idées d'ailleurs, mais moi, j'ai absolument pas le temps de les mettre en place, quoi. Et si tu devais dire, en dehors du secteur ludique, ton podcast préféré ? En dehors du secteur ludique, alors attends, je prends mon téléphone avec mon podcast addict pour voir quels sont les derniers. Clairement, je pense que Super Ciné Battle, ça reste quand même un truc que j'adore, parce que je les suis depuis 6 ans, c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté. Je suis très très cinéma, donc entendre les gens parler de films, je trouve ça trop bien. Là, je suis tombé sur un podcast d'humour fait par Pierre Lapin, qui est exceptionnel, qui s'appelle Pardon GPT, où ils invitent des personnes, alors souvent des gens du stand-up, mais là récemment il y a eu un épisode avec Marion Montaigne, l'autrice de BD, et en fait ils écrivent, le contenu du podcast est écrit par ChatGPT, ce qui donne des situations complètement aberrantes, très très drôles, et ils réagissent par rapport à ça, et ça c'est vraiment un truc cool là, que j'écoute en ce moment, j'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur Spiral ou sur d'autres points du secteur en lien avec le jeu, ou tu penses qu'on a fait le tour de la discussion pour toi ? Non, écoute, c'était chouette de revenir sur tout ça. On a hâte de voir sortir Boréal pour voir comment il va être reçu par tout le monde. C'est un peu de stress forcément. Là, je suis en train de finaliser les fichiers avant de les donner à l'imprimeur. Donc on est quand même au moment un peu clé. Donc hâte de le voir sortir. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour cette discussion. Merci à toi. Écoute, je te retrouve dans quelques heures en fait, oui, c'est techniquement. Ça. Exactement, merci beaucoup. Toujours autour du micro. Ouais. Merci encore. À très bientôt, salut.